Salut Victor. Donc Victor, praticien en médecine chinoise depuis 35 ans. Ça, Victor? Déjà? Oui. J'ai le plaisir de t'inviter sur ce podcast, ce que fait le thé, pour qu'on discute ensemble de comment on s'y prend pour entretenir sa bonne santé. C'est ça. Comment faire pour que le thé fasse partie intégrante de notre vie quotidienne et surtout comment faire pour que le thé s'harmonise avec une pratique ancestrale chinoise qu'on appelle Yang Sheng Fa, qui est la méthode pour entretenir le principe vital. Le principe vital, c'est la force de vie qui est en nous. Et cette force de vie qui nous est donnée à la naissance, elle doit s'entretenir. C'est-à-dire que si vous brûlez la chandelle par les deux bouts, elle durera moins longtemps que si vous vous en occupez intelligemment. Alors, Victor Casanelli d'Istria, avec qui j'échange et du thé et toi, tes bons conseils sur la santé, c'est ça qu'on essaye de vous partager depuis ces entretiens sur comment au quotidien entretenir sa santé. Alors bien sûr que je pars du thé qui est la base de nos échanges, qui va être le fil rouge de notre conversation, mais Victor va parler de son angle à lui, d'une certaine manière, une prise en compte globale de l'être dans son entièreté, plutôt que juste passer par des petits bouts. Donc ça, de toute façon, c'est déjà la médecine chinoise, c'est une médecine holistique, hein, de holos, le cercle. Donc c'est une médecine systémique, comme toutes les médecines traditionnelles. Hein. C'est pas l'apanage de la médecine chinoise, bien sûr. Hein. La médecine indienne, toutes les médecines grecques, galéniques, toutes les médecines anciennes du Moyen-Orient, Ibn Sina, tous ces gens-là ne voyaient l'humain qu'en relation avec son monde et en relation donc avec l'univers. Puisque c'est quelque chose qu'on semble avoir oublié, c'est la relation de l'homme et de l'univers. Même au sein d'une famille, hein, c'est ça l'approche systémique, c'est que toute action va engendrer une réaction au sein du système. Peu importe si le système a deux éléments ou 8 milliards d'éléments. Toute action va engendrer une réaction. C'est un peu le principe du karma, entre guillemets, hein, en le dépouillant de son mystère et de ses origines bouddhiques. Action-réaction, c'est le principe d'un système. Donc, comment faire pour avoir une vie longue, mais surtout une vie en bonne santé? Hmm. Hein, parce que j'allais dire, peu importe la durée de la vie, ce qui compte, c'est la qualité de la vie. Vivre 80 ans, dont 30 ans malade, c'est peut-être pas l'idéal. Surtout qu'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, on peut vivre plus longtemps malade. À une époque plus ancienne, c'était beaucoup plus difficile. Certaines maladies étaient difficilement soignables. Bien que la médecine chinoise soignait mieux que nous au XVIIIe siècle. Hein. Donc, quels sont les principes pour arriver à vivre pleinement les jours qui nous ont été alloués par le principe divin? Premier principe, c'est l'adaptation aux saisons. L'adaptation aux saisons, ça veut dire, comme on a vu dans les podcasts précédents, s'adapter au changement du yin et du yang, c'est-à-dire du jour et de la nuit, du chaud et du froid. Donc, s'adapter aux saisons, hein, puisque l'hiver est une saison froide, où la journée est courte et la nuit est longue. L'été est une saison yang, où les jours sont longs et où il fait chaud. Donc, il semblerait évident que nous ne devons pas nous comporter, nous nourrir, boire, dormir de la même façon toute l'année. Malheureusement, aujourd'hui, avec le métro, boulot, dodo, c'est un peu comme ça. Hein. On va au travail tous les jours à la même heure, on en sort tous les jours à la même heure, on rentre chez nous tous les jours à la même heure et on fait pas vraiment la même chose. C'est vrai qu'en été, on va s'arrêter boire un apéritif avant de rentrer à la maison puisqu'il fait beau et jour. Donc on va quand même peut-être se coucher un peu plus tard qu'en hiver. Sauf si évidemment on est scotché devant l'écran hiver comme été et qu'on se couche après avoir pris une bonne grosse dose de lumière dans les yeux, ce qui est évidemment néfaste pour la santé puisque la nuit les yeux doivent se reposer. Donc je ne vous recommande pas de regarder ce podcast la nuit, mais plutôt le jour ou tant qu'il fait jour. Donc l'adaptation aux saisons,
Ça veut dire ça, ça veut dire ne pas se coucher à la même heure. En été, on se réveille tôt, on se couche tard. En hiver, on se réveille tard, on se couche tôt, c'est-à-dire qu'on suit le mouvement des astres, hein, du soleil et de la lune. On ne mange pas de la même façon, on ne va pas manger froid en hiver, on va manger chaud. Si on a une nourriture carnée, on va préférer consommer de la viande en hiver qu'en été, simplement parce que c'est beaucoup plus lourd à digérer. Et au niveau des boissons, c'est pareil, si j'enlève l'alcool, qui est un plaisir, hein, donc un plaisir qui peut se partager en été comme en hiver, tant qu'on n'en abuse pas. Il y a bien sûr une façon de consommer le thé qui, je vous le rappelle, est la boisson étalon de cette technique Yang Sheng Fa. Le thé, c'est une boisson, à part l'eau, qui est vraiment une boisson qui peut nous accompagner toute l'année. Donc en été, on va boire des thés frais. Oui, là on a eu ces conversations où finalement on fait un bilan de ce qu'on boit, comment dire, d'une façon spontanée, d'une façon spontanée, naturelle. De finalement, ça répond à quel principe? L'été, on boit des thés beaucoup plus clairs, comme les thés verts, c'est-à-dire dont l'infusion est plus vers le jaune et le pâle que le foncé. Et les saisons froides, on prend des thés plus foncés pour nous réchauffer. Mais il y a un thé qui passe outre cette distinction. C'est le Liu Bao, celui que j'ai ramené de Malaisie l'année dernière, dont j'ai ramené, comment dire, l'expérience. C'est pas une question de ramener des sachets de thé dans sa valise, c'est une question de ramener un savoir-être avec ce thé. Hein, Victor, comment on peut Oui, expliquer que ce thé, il arrive à, qu'on puisse le boire et en été et en hiver, alors qu'il est très foncé et qui a l'air en apparence très dense, très réchauffant? c'est exact. Bon, comme vient de le dire Sabine, hein, les thés verts, ce sont donc bien sûr des thés frais. Donc, ce sont des thés qui sont faits pour rafraîchir le corps. Et c'est plutôt en été qu'on a besoin de rafraîchir le corps qu'en hiver. À noter aussi que le thé, contrairement à l'eau, nourrit les fluides du corps, ce qui est un concept inconnu, pas les fluides du corps, mais le fait de nourrir les fluides du corps. C'est pas juste désaltérant le thé. Hmm, C'est-à-dire que si vous buvez 3 verres d'eau le matin en été et vous buvez 3 verres de thé, observez que vous n'aurez pas soif au même moment. hmm, Vous pouvez même passer la matinée, sauf bien sûr si vous êtes dehors à 35 degrés à travailler, mais vous pouvez passer la matinée avec 3 tasses de thé sans avoir soif. La meilleure façon de se rendre compte, c'est est-ce que vous avez toujours de la salive dans la bouche? hmm, Nous, par exemple, on vient de boire pas mal de thé, hein, et c'est sûr que c'est l'été, il fait chaud, mais nous avons la bouche humide, c'est-à-dire que les fluides du corps, dont la salive, ont été nourris par le thé. Donc on était bien sûr des thés frais, en hiver et en automne des thés plus foncés et surtout des thés qui nous aident à digérer une alimentation plus lourde, plus chaude, plus carnée, plus nourrissante. Donc les pu'er, sheng ou chou, hein, qui sont vraiment noirs. Et puis voilà, il y a cette exception, ce liu bao qui est très peu connu ici encore, hein, je pense, qui est un thé donc qui vient de Malaisie, qui est un pays et stocké en Malaisie. qui est stocké en Malaisie. Il est fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine aussi. Mm. Donc c'est un thé qui est parfait pour un pays chaud et humide, hein, puisque la Ouais. Malaisie, je pense, a deux Oui. saisons, hein, la saison des pluies et puis la saison chaude. La particularité de ce thé, de mon expérience après l'avoir bu assez longuement avec Sabine, c'est que c'est un thé qui est à la fois tonifiant et qui fait circuler. Le pu'er est un thé qui fait circuler, d'où attention de ne pas en abuser. Il fait circuler ce qui est très bien lorsqu'on a mangé lourd, hein, Mm. les corps gras, la nourriture carnée, les protéines animales, les aliments frits, mais qui n'est pas tonifiant, alors que le liu bao a cette particularité de à la fois tonifier le système digestif et faire circuler. Donc c'est un thé qui va éliminer l'humidité simplement parce qu'en tonifiant la rate, on va éliminer l'humidité, hein, d'origine externe ou interne. Alors l'humidité externe, c'est bien sûr la Malaisie, hein, Mm. ou ici, fin août, début septembre. Là, ça a commencé plus tôt cette année, hein. Cette année, bon, c'est particulier, C'est mais en particulier. principe, hein, dans un environnement normal, c'est à partir du 15 août qu'il y a les premiers orages et qu'on peut Mm. ressentir l'humidité-chaleur. Avant, c'est une chaleur sèche. Et donc, il y a des thés qui sont faits pour l'humidité-chaleur, hein, dont les thés blancs, par exemple, le bai mutang. C'est un thé qui combat l'humidité-chaleur, c'est-à-dire qui nous fait éliminer par l'urine. Et le liu bao, eh ben, il fait les deux. Il fait éliminer l'humidité parce qu'il tonifie la rate.
et il fait éliminer l'humidité parce qu'il est circulatoire. Donc effectivement, attention, en été, si on boit trop froid et qu'on mange trop de nourriture froide, hein, surtout de la nourriture qui sort du frigo, même en été, il faut éviter de se gaver de pastèques et de melons, par exemple, surtout s'ils sortent du frigo, que la pastèque et le melon, c'est déjà très frais. Hein, les livres de médecine chinoise moderne, plein d'études de cas, commencent comme ça. Monsieur Wang a mangé 8 tranches de melon à midi et l'après-midi, il a été pris de sueur froide, de Hmm. diarrhée liquide et de vomissements. Quelle formule doit-on lui donner? Mais c'est simplement parce qu'il y a eu un abus de nourriture froide. Donc attention, même en été, il peut y avoir un abus de nourriture froide. Et dans ce cas-là, le Liu Bao va nous aider, effectivement, en tonifiant la rate, il va nous aider à éliminer le froid et l'humidité interne due à un abus de nourriture froide. J'aimerais parler d'une expérience qu'on a eue ensemble, c'est la dernière fois qu'on s'est vus. Je venais de recevoir les thés verts primeurs et on les a goûtés, pas à la suite, mais on en a goûté beaucoup sur l'ensemble que j'avais reçu, qu'on voulait tester. Et en fait, à un moment donné, un de nous trois a dit, mais attention, si on en boit encore, on va avoir de la tachycardie. Or, le soir, quand vous êtes rentré, vous m'avez fait un retour que vous n'avez pas eu cet état, même si on a continué à boire des thés verts. En fait, je voudrais intervenir sur la qualité des thés que l'on utilise. On me pose souvent la question à la suite de ce podcast, oui, mais où est-ce qu'on peut trouver des bons thés? Moi, j'ai eu toujours une démarche, non pas de j'achète au meilleur prix pour vendre à certains prix qui correspondent au prix du marché. Moi, comme démarche que j'ai eue, c'est de prendre des thés intuitivement qui m'iraient. J'ai pas du tout cherché à acheter au meilleur prix. Quand je trouve un fournisseur de qualité, je lui achète ce qu'il a par confiance totale. Après, ça m'empêche pas de choisir et de lui faire une sélection dans son catalogue, mais le résultat de ma démarche fait qu'après, on n'est jamais en inconfort, même dans l'excès. Ça, c'est une véritable preuve de qualité, hein. C'est comme avec le vin. Si vous buvez du mauvais vin, eh bien, vous allez avoir mal à l'estomac, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir mal aux yeux, vous allez mal dormir. Si vous buvez du bon vin, bon après le bon vin, c'est une autre question qui dépasse ce podcast, hein, puisque c'est pas un podcast sur le vin, mais sur le thé. Euh, Bien sûr, dans des quantités raisonnables, vous n'aurez pas les mauvais effets du vin, les effets secondaires néfastes de cette boisson. Et de même que si vous buvez un thé vert de qualité inférieure, il va vous énerver, hein. Il va Ouais. être trop tonifiant. Même s'il est frais, l'excès de froid va aussi avoir une action yang, hein, puisqu'on a vu que les excès se rejoignent. Donc un excès de thé vert va avoir une action yang, c'est-à-dire il va vous donner de la tachycardie, il va vous énerver, au lieu de juste vous éveiller. Hmm. Hein, il y a une grande différence entre être éveillé et être énervé. Hein, c'est la différence dont on a parlé aussi entre la différence thé et café. Le café va quand même vous stimuler de façon beaucoup plus yang que le thé, c'est-à-dire, surtout si vous êtes sensible, le café va vous donner les sueurs froides, va vous donner de la tachycardie, va vous empêcher de dormir, va vous donner de l'hypoglycémie. Le thé, non, sauf si vous abusez de thé de mauvaise qualité, où les tanins, par exemple, peuvent vous irriter l'estomac encore plus que le café ou que le chocolat, hein. Un thé de mauvaise qualité dont les tanins n'ont pas été oxydés de la bonne façon va encourager des dommages au niveau du système digestif. Il y a beaucoup de naturopathes, de praticiens en médecine chinoise qui déconseillent le thé dans beaucoup de cas. Et en fait, moi, je leur réponds à chaque fois, oui, mais ça dépend quel thé. C'est sûr que le thé dans le commerce, Mais bien sûr, ça dépend quel thé. On en a parlé, hein. Le thé, c'est très bon pour l'hypertension, c'est très bien pour les problèmes de poids, c'est très bon pour le cholestérol, c'est très bon pour les gens qui sont justement trop nerveux ou qui ont du mal à se concentrer. Mais c'est sûr que si vous buvez du Lipton aromatisé et que vous en buvez 1,5 litre par jour, c'est pas bon. Ça vous irrite la muqueuse de l'estomac au premier lieu. bien sûr que moi, j'appelle pas ça du thé, mais j'appelle ça les thés Ben, de ce qu'on trouve, en fait, sans, comment dire, sans considération du produit. même si depuis maintenant pas mal d'années, hein, le thé est connu en Occident, hein, pas comme quand nous étions enfants où il y avait juste
il me semble bien du Lipton, hein, du Earl Grey, Ouais. et puis Twinings. voilà, du Twinings. Il y avait deux marques de thé britanniques, hein, donc des thés extrêmement oxydés et en plus parfumés. Bon, ceci dit, il y a des Britanniques qui boivent 2 ou 3 litres de ce thé-là par jour, hein, comme il y a des gens qui boivent 10 expressos par jour. Et je pense avant d'avoir ce projet de thé et d'en faire ma profession, je pense que j'ai dû boire tous ces thés-là à profusion. Et c'est un moyen de commencer le thé, ceci dit. Certes, néanmoins, moi je me rappelle boire ce thé-là avec du lait et du sucre pour Oui, faire passer le mauvais goût du thé. Dieu. Ou du citron, enfin on mettait toujours quelque chose dedans, quoi, hein. C'était alors que les thés de bonne qualité, c'est comme de mettre de l'eau gazeuse dans du bon vin ou même des glaçons. Et c'était complètement absurde de mettre un édulcorant Tellement. dans un bon thé, c'est totalement absurde. Comme de mettre trop de sel dans une bonne nourriture ou des mauvaises épices. Oui, ce que je voulais, c'est de temps en temps, au-delà de tes explications macro, c'est revenir à l'expérience qu'on a ensemble sur l'été et le recul qu'on essaie d'en avoir pour essayer de retranscrire cette expérience. Donc, moi, ce que je voudrais vous faire passer, c'est cette idée du thé comme fil conducteur euh, de notre vie totale, émotionnelle, mais également physique, hein, puisqu'on a vu donc deux aspects déjà de cette manière d'entretenir le principe vital. Un, c'est de s'accorder aux saisons, Hmm, donc au niveau des phases de sommeil, au niveau des phases de travail, au niveau de la nourriture, au niveau de ce qu'on boit, hein, des thés frais en été, des thés plus réchauffants en hiver ou en automne, hmm. au niveau de la diététique aussi, donc d'accompagner les mets avec du thé. On peut boire du thé en mangeant, hein. C'est pas ce qu'on appelle les giniers. Eh bien, le thé va désaltérer plus que l'eau puisqu'il nourrit les giniers. Les giniers, ce sont les fluides du corps, c'est-à-dire le plasma, euh, ce qui remplit les bursas, c'est-à-dire le liquide synovial et le liquide cérébrospinal, la salive, les larmes. Donc il est très important que tous ces liquides vitaux, hein, du corps soient nourris et minéralisés. Et voilà ce que va faire le thé. Il va à la fois minéraliser l'organisme, ce qui est très bon pour les connexions neuronales, et surtout nourrir ces fluides du corps. Et c'est comme l'huile qui fait bouger les articulations, hein. Donc voilà la différence principale Hmm. entre l'eau et le thé au niveau de la soif. Après, bien sûr, il y a toutes les propriétés du thé qu'on a déjà vues lors d'autres podcasts. Donc, comment est-ce que le thé peut continuer à être notre maître étalon et notre aide dans ces techniques pour nourrir le principe vital? On a vu donc l'alignement avec les saisons, la diététique. Un autre, Ok. je- bien sûr, il faut aussi s'occuper du corps lui-même, hein, avec ce qu'on appelle la gymnastique. Pourquoi et comment? Parce que la gymnastique pour les Chinois, c'est pas du tout la même que la gymnastique pour les Occidentaux. La première gymnastique entre guillemets interne, c'est le Qigong, à savoir que le Kung Fu, c'est quelque chose qui se pratique de l'enfance jusqu'à à peu près 40 ans. Hein. Ce qui n'est Euh, pas notre cas, nous. nous, Enfin, pas nous. on a une gymnastique. Bon, quand moi j'étais jeune, presque personne faisait la gymnastique. On faisait un peu de gymnastique à l'école, mais ce culte du corps, donc de surtout soulever des poids, faire grossir ses muscles, faire du jogging, des marathons. C'était réservé à très très peu de gens qui avaient vraiment le culte de la culture physique, hein, comme on disait. Maintenant, c'est devenu complètement mainstream avec tous les dégâts que ça engrange sur la santé physique et puis surtout sur la santé mentale et émotionnelle, hein. Vouloir à tout prix ressembler à un Apollon plein de muscles ou une jeune femme musclée avec une taille fine et bref. Ça, c'est pas du tout le but de la culture physique traditionnelle chinoise, c'est de faire circuler l'énergie et la souplesse des articulations.
puisqu'on perd à partir de l'âge de 40 ans à peu près 15% de sa force physique tous les 10 ans, mais pas la souplesse des articulations. Vous avez des yogis à 90 ans qui sont aussi souples que ce qu'ils étaient à 20 ans. Donc la souplesse des articulations, ça se travaille soit par le yoga, bien que le yoga aujourd'hui, malheureusement, soit aussi devenu une discipline occidentale de gens très beaux, avec des gros muscles et des tatouages et des asanas où ils se tordent dans toutes les positions imaginables. Un de mes amis indiens d'une famille de brahmanes me disait, tu sais, le yoga, ce n'est pas tordre le corps, mais la droiture de l'esprit. Ça sert à ça, le yoga, à renforcer la droiture de l'esprit et non pas à contorsionner son corps, hein. Alors aujourd'hui, vous voyez dans tous les magazines de yoga, dans tous les podcasts de yoga, c'est plus on fait des asanas abracadabrants, plus on est un grand yogi. C'est faux, c'est complètement faux. Donc le yoga bien pratiqué, avec l'emphase sur le mental et non pas sur le corps. Le Qigong qui a beaucoup moins pris que le yoga, hein, parce que c'est vrai que le Qigong c'est un peu ennuyeux, on montre pas son C'est corps, plus discret. c'est beaucoup plus discret, il n'y a pas de gros tatouages, pas trop de blogs où il y a des jolies filles et des beaux mecs qui font du Qigong, enfin très peu. Autrement, il y a aussi la natation et la marche à pied, de préférence dans la nature. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des pratiques exotiques et étrangères. On peut nager, soit dans la mer, si on a la chance d'habiter comme nous au bord de l'eau, soit dans des piscines. Donc nager, ça facilite la souplesse des articulations. Et marcher dans la nature, pourquoi? Parce que marcher dans la nature, vous bénéficiez justement de l'énergie de la nature, hein. Et Hmm. l'énergie de la nature, elle va vous calmer. Donc le but de la gymnastique ou de la culture physique, c'est d'avoir, comme on dit, un mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un homme sain dans un corps sain. Donc un homme sain, c'est quelqu'un qui s'occupe de son corps pour pouvoir s'occuper de son esprit, puisque l'esprit il va rester avec nous jusqu'au jour de notre mort. Il va bien sûr malheureusement se dégénérer aussi, mais moins vite que le corps. Chacun de nous a eu la chance de connaître des gens de 90 ans dont l'esprit était complètement alerte, complètement ouvert, hein, complètement éveillé, malgré un corps bien sûr très frêle. Est-ce que je peux revenir sur le fait que tu dises d'aller marcher dans la nature, évidemment, est préconisé, mais moi qui vis en ville sans voiture, évidemment, je ne vais pas en forêt tous les week-ends ou une fois par semaine, pas du tout. Et pour compenser cet appel de la nature qui existe en moi, le thé pallie ce mode de vie. Alors, justement, dans ces exercices, dans ces modalités du Yang Sheng Fa, on vient de voir donc la culture physique, hein, qui est le contraire de la culture physique, pas le contraire, mais en fait qui est très différente de l'idée qu'on a de la culture Hmm. physique en Occident. Surtout, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est la compétitivité. Ah oui. Dans le yoga, il ne doit pas y avoir de compétitivité. Hmm. Alors que maintenant il y en a une, c'est moi qui fais les plus beaux asanas, c'est moi qui ai Hmm. les plus beaux tatouages, c'est moi qui ai les plus belles combinaisons de yoga à 350 euros. Euh, c'est le contraire, hein. La compétitivité, ça pousse le yang, ça excite le cœur. Bon, c'est très bien hein, d'adorer le foot ou le rugby, moi, j'ai rien contre, mais dans la Chine traditionnelle, ça pousse les émotions du cœur d'une mauvaise façon, ça les disperse. Il y a une excitation, voire une hystérie, hein, qui pousse malheureusement, on le voit régulièrement, à la violence, surtout lorsqu'elle est accompagnée de l'abus d'alcool. Donc ce sport-là est une façon de pousser le yang, de pousser son cœur, qui est le contraire de la culture physique traditionnelle asiatique, qui est de concentrer l'énergie du cœur. Donc concentrer l'énergie du cœur, ça veut dire observer ses émotions. L'émotionnel mal géré est une des causes principales du raccourcissement de la vie, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stress, voire le burn-out, hein. Le burn-out, il y a une chanson, vous connaissez, de Neil Young, hein,
qui est le motto des Hells Angels, Better to burn out than to fade away. Ça veut dire, il vaut mieux brûler la chandelle par les deux bouts que s'éteindre tranquillement. Bon, bien sûr, ça c'est le contraire de l'Asiate, hein, qui ne considérera un maître en arts martiaux comme un maître qu'après 50 ans, puisqu'il y a beaucoup de très grands combattants qui meurent après 50 ans ou avant 50 ans même. Donc ce sont de très grands combattants, mais pas des maîtres. Pourquoi? Parce que malgré leur prouesse physique extraordinaire, ils ont burn out. Ils ont brûlé. Ça, c'est pas du tout, du tout, du tout dans l'objectif de la longue vie asiatique. Est-ce qu'on peut dire là que le culte de la performance, qui est quand même largement proéminent en Occident, c'est finalement contre-productif pour notre santé? C'est tout à fait contre-productif. Un autre maître, Léon Cocqueux, nous disait les hommes de 50 ans qui ont eu des problèmes cardiaques et qui soudainement se mettent à courir, sauf s'ils ont eu toute leur jeunesse et dans leur vie une pratique physique régulière. Mais si vous n'avez jamais eu de pratique physique régulière et que parce que vous avez fait un accident cardiovasculaire dû à un excès de sédentarité ou une diététique non appropriée ou à un émotionnel mal géré, c'est peut-être pas une très bonne idée de se mettre à faire du marathon. Pourtant, c'est ce que la plupart des gens font maintenant, hein. Ils commencent à courir et au bout de 2 ans, ils font des semi-marathons, voire des marathons. Ça, c'est un culte de la performance. Je comprends, c'est cette idée de se dépasser, Hum, hein. hum. Mais c'est aussi pas mal de se dépasser en se disant, tiens, je vais essayer de rester assis à regarder la mer pendant 90 minutes. Ça, c'est un autre dépassement. Voilà, d'abord je vais commencer par 5, puis 10, puis 15, puis 20, et je vais avoir mal aux fesses, et je vais avoir mal au dos, et je vais me rendre compte que je respire mal parce que j'ai trop de ventre. Donc il y a aussi un dépassement, hein, dans l'observation. Dans le yin, il y a un dépassement euh, beaucoup plus profond que dans le yang, parce qu'il est stable. Qu'est-ce qui est plus dur, de courir un semi-marathon ou de se dire je vais rester assis dans une position X à regarder l'horizon? C'est une Se- bonne question, hein? Selon ton point de vue, en quoi le thé nous aide justement à faire comment dire, ce travail en interne, Alors voilà, sans comment est-ce employer le que... mot méditatif ou centrage, tous des mots compliqués? Mais c'est pas très compliqué justement. Comment faire lorsqu'on a un émotionnel, comme nous tous, hein, qui part un peu à tous les coins, pour, je vous l'ai dit, en médecine chinoise, l'énergie du cœur doit être concentrée. Donc le mot concentration. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais il y a la méditation, mais vous savez très bien que la Ou même le méditation, sport? le sport, c'est pas pareil, parce Non. que dès qu'on fait du sport, il y a une addiction hormonale qui se Ouais. passe, hein. Hmm. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, il y a un relâchement hormonal qui se passe, qui est bon, Oui. puisque ce sont des hormones de plaisir, Hmm. à part que malheureusement, la plupart du temps, ça va se solder par des blessures dues à une usure chronique, sauf si vous êtes très jeune. Donc, comment utiliser le thé pour se centrer? Eh ben, justement, en faisant du thé, hein. Trop bien. C'est-à-dire que, par exemple, le tai chi, on appelle ça une méditation en action. C'est-à-dire que c'est en faisant les mouvements qu'on va se poser. Donc, notre attention est fixée sur des mouvements fluides. Donc, elle n'est pas fixée, hein. Hmm. Mais le mouvement fluide va nous servir de fil conducteur. Donc de se poser et de méditer, vous savez très bien, c'est très difficile, surtout lorsqu'on va mal, hein, lorsqu'on est énervé ou lorsqu'on on va mal, de se poser. Il y a au contraire encore plus de mental qui est actif. C'est pas le plus facile, hein. C'est très difficile. Alors que là, en faisant du thé, on va pouvoir choisir quel thé on veut, faire bouillir l'eau à une température requisite, comme on dit en anglais, euh, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de boire aujourd'hui, quel goût j'ai envie Rien que d'avoir. ça, déjà. Voilà, ça, c'est se poser. Hmm. En fait, c'est Ensuite, s'écouter. oui. C'est- Ensuite, choisir sa théière, choisir sa tasse, voilà, choisir son thé, se poser comme tu le fais, boire 3 tasses de thé en silence, seul ou avec quelqu'un, et comme on a vu dans les podcasts précédents, sentir cet effet sur l'esprit, hein, sentir cet effet sur le chêne, c'est-à-dire cet effet apaisant. Donc on peut très bien se servir du thé comme centrage plutôt que la méditation et surtout beaucoup mieux que passer 90 minutes sur TikTok ou Bien sûr. switcher les chaînes de la télé
qui ne nous calme pas, ou fumer 15 cigarettes. En fait, moi, de caractère, je suis excessive. En fait, tout ce que j'aime ou tout ce dans quoi je vais me lancer, j'y vais à fond. Par exemple, la gourmandise, tu vois, bien manger. Et donc, pour moi, le thé, c'est une façon de réguler. Ça ne veut pas dire que je mange moins ou moins excessivement, mais en tout cas, ça va pas éponger, mais réduire cet excès. Je sais pas comment l'expliquer médicalement. Mais déjà, on a vu, hein, il y a un effet, le thé va contrebalancer le sucre, Ouais. hein, déjà. Donc le thé, c'est un peu comme un contrepoison. Mm. Dire, il n'est pas question de vivre, d'avoir une ascète totale, de manger que du riz trop cuit avec du tofu bouilli. Hein. C'est pas du tout ça le but du C'est jeu. pas de ça dont on parle, hein. Voilà, c'est pas de ça dont on parle. On ne vit pas dans un monastère. On vit en Occident. On aime bien manger. En plus, il est évident que lorsque vous faites un excès alimentaire, le thé, comme le pu'er ou le liu Mm. bao, ou même le thé vert, hein, Même le thé vert, ouais. va contrebalancer, va enlever le gras, va vous nettoyer l'œsophage, va vous éveiller, va enlever ce sentiment de lourdeur si vous avez trop bu. De toute façon, si vous avez trop bu, vous allez mal dormir. Donc, j'allais dire, buvez du thé, même si ça vous fait faire pipi pendant la nuit, c'est pas grave. Et si vous avez trop bu, c'est certain que buvez 3 ou 4 tasses de thé avant de vous coucher. Ça va vous aider à éliminer l'alcool beaucoup plus facilement, déjà en urinant la nuit, qui est mieux que de passer la nuit à vomir d'ailleurs. Et puis surtout en éliminant l'effet contre-productif du sucre qui est dans l'alcool, hein, puisque dans l'alcool, un des éléments les plus néfastes, c'est le sucre. Et donc le thé, il va casser ça. Donc on peut très bien se servir du thé, soit pour se centrer, soit pour contrebalancer, soit un état émotionnel excessif, Mm. soit une diététique excessive. Mais chez les Chinois, attention, hein, il y a des jours de fête dans lesquels on mange trop. Hein, les jours de fête, il y a des banquets énormes avec des tonnes de plats où on ne respecte plus du tout. Hein. Il y a de la viande, il y a des mets frits, il y a plusieurs sortes de viande, il y a du canard, il y a du porc, il y a des crevettes, il y a du poisson, donc il y a des mélanges de protéines. Bien sûr, il y a du thé, toujours. Mais la clé, hein, dans les repas de fête, c'est l'esprit. L'esprit joyeux. Le contraire de, malheureusement, la plupart d'entre nous, le repas de Noël. Hein, on doit voir des gens qu'on n'a pas envie de voir. On doit sourire à notre oncle qu'on n'aime pas. Il y a les cousins qui viennent de là-bas qu'on peut pas saquer depuis qu'on est enfant. Donc on mange trop avec un esprit contrit. Et c'est pour ça qu'on est malade. C'est pour ça que le Mm. lendemain des fêtes de Noël ou le lendemain du jour de l'an, il y a tellement de gens qui sont malades. Ils ont trop mangé, mais ils ont trop mangé comment? Si vous mangez trop en bonne compagnie, en riant, vous n'êtes pas malade. Hein. C'est D'où vrai. l'importance à nouveau de la régulation des émotions. Hein. Mm. Un bon repas en famille joyeux euh, ne vous rendra jamais malade. Et si vous avez fait quelques abus, bon, buvez un peu de thé. Ça me fait penser à deux choses. Moi, j'avais l'explication que le thé, comme il permet, on dit en phrase générale que le thé permet d'éliminer ce qui ne nous sert pas, Oui, et les toxines, voilà, et ce qui n'est pas utile au corps. Et donc, l'explication, c'est que le thé va couper les grosses molécules de protéines en petits morceaux exact. pour soit permettre de les assimiler, soit permettre de les éliminer. C'est exact. Mais au niveau de la gourmandise, en fait, le thé, comme s'il est choisi comme moi d'une façon gourmet, c'est-à-dire qu'ils doivent me plaire au goût, ben, en fait, en soi, ça m'apporte de la joie. Tu vois, je suis déjà contente. Donc, le fait de vivre à partir d'une boisson, de retrouver cette gourmandise, évidemment, ça va réduire mon temps de sucre, Je pense que ce qui statistiquement. se passe, c'est que le thé va enseigner notre goût à revenir vers quelque chose, comme on disait dans le Ouais. podcast précédent, Qing et Dan. Hein. Qing, c'est clair, et Dan, c'est insipide. Hmm. Donc le thé est toujours clair, même un thé comme un Ouais. Yuba ou un pu'er chou, il est quand même clair dans le Hmm. sens où c'est juste quelques feuilles et de Hmm. l'eau, donc il n'y a pas un gros mélange moléculaire là-dedans. Et Dan, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas l'habitude, le thé n'a pas de goût, hein, puisque je lisais récemment euh, des jésuites qui revenaient de Chine et qui disaient ils boivent de l'eau chaude là-bas. Leur boisson principale, c'est de l'eau chaude. Évidemment, si vous avez l'habitude de manger du porc et du vin et du porto,
Un thé bien infusé et bien fait avec cette emphase sur le ching et le dan, ça n'a aucun goût. Moi, je me rappelle avoir emmené des Français dans des restaurants bouddhistes végétariens à Vancouver qui m'ont dit que ça n'a aucun goût, tout a le même goût. Alors c'est faux, vous avez des dizaines de plats dont chacun a un goût différent, mais un goût très subtil. Mm. Donc le thé, à mon avis, va vous ramener vers le centre, va vous ramener vers cette droiture du goût aussi, et de là, vous allez éviter les excès de salé et les excès de sucré, parce que vous commencez à avoir l'habitude d'un goût très subtil. Hein. Et la plupart des mets sucrés, le goût est plus subtil du tout. Non, C'est je sais. bien, le sucre nous brûle la bouche. Pourquoi je vais pas manger 3 morceaux de gâteau? Parce que ça me brûle la bouche. Donc c'est pas bon. Pourquoi je vais pas manger trop de bacon frit? Parce que ça me brûle la bouche aussi. Donc je pense que le thé nous sert à nouveau pour D'une boussole. rééquilibrer les choses. Oui, Et aussi d'une nous boussole. remettre au centre. C'est-à-dire que comment dire, en intensifiant cette écoute de soi, finalement, au fond de nous, on sait, et le thé nous le redit, nous le rappelle, on sait où aller dans la voie du milieu. Ça ne veut pas dire que moi, par exemple, j'y vais pas forcément tout le temps, mais en tout cas, je sais comment y revenir et il me suffit de prendre une tasse de thé. Je pense que tu as tout à fait raison, hein, cette idée de revenir vers le centre, hein, qui est le but de la méditation, le but du tai chi, le but du qigong, le but du yoga, de se centrer, de revenir vers le centre pour éviter justement la dispersion physique, mentale, émotionnelle. Hein. Le thé, déjà, de par le fait qu'il va nourrir le centre, hein, il va nourrir le système digestif et nettoyer le système digestif, Mm, qui est le centre. Il va donc, effectivement, comme tu le dis, au niveau énergétique et même physiologique, nous ramener vers ce centre. mm, Hein. Quand on passe du temps ensemble et qu'on a bu plusieurs tasses de thé et qu'on a parlé, je me sens toujours vraiment centré, moi, après mm, avoir quitté Sabine. Et c'est pas juste dû à la présence de Sabine ou à l'énergie de son lieu, qui bien sûr en fait partie, hein, mais c'est surtout parce qu'au lieu d'avoir bu 6 bières, on a bu 6 tasses de thé. Non pas que c'est pas bien de boire 6 bières, mais c'est sûr qu'en sortant de chez Sabine après avoir bu 6 bières, je ne vais pas du tout me sentir dans l'état dans lequel je me sens après avoir bu six tasses de thé. On va Hein. dire que le thé, c'est l'extension de mon caractère, ou comment dire, l'outil qui me permet d'exprimer au mieux ce que je suis. Écoute, ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est que, bon, l'origine du thé, c'est la Chine, hein, Ouais. et que la Chine ancienne mettait vraiment l'emphase sur ça, l'ordre, hein, Mm, l'ordre microcosme, macrocosme, le centrage, l'accord avec les saisons, et tout ça, ça vient effectivement d'un centre. Et mm, cette boisson-là, elle est faite pour ça. Donc, il n'y a rien de hasardeux. Hein. Tout est magnifiquement agencé. Il se mm, trouve que la plante native de la Chine est la plante qui va encourager cet état d'esprit. mm. Donc, pour préparer ce podcast, en fait, j'ai relu un livre très intéressant. D'ailleurs, dans la foulée, toi, tu... C'est Le temps du thé de Dominique Pasqualini et Bruno Suet qui en a fait les photos. C'est un magnifique ouvrage, Oui, je magnifique, confirme. effectivement. Et en fait, le Très contenu complet. scientifiquement, philosophiquement, sa documentation extrême fait que c'est vraiment un très très bel ouvrage. Et donc, il parlait de la valeur aussi du thé dans l'histoire de la Chine, pas uniquement historique, culturelle et à la fois pour la santé, mais économique. C'est qu'en fait, le thé, sans aucune commune mesure avec toutes les autres choses que la Chine a échangées avec l'Occident, elle a pris un essor fulgurant sur le poids économique de la Chine. En fait, c'est devenu un produit transactionnel complètement dingue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Mais c'est là-dessus? intéressant, bon, comme à une époque, c'était en Hollande, c'était la tulipe, hein, la Oui. bulbe de tulipe, ou même le hareng aussi, qui a fait la fortune de ces pays. La Chine, c'est le thé. Ce qui est intéressant, c'est cette idée de trading à nouveau, hein, comme on a parlé au tout début du premier Oui. podcast. Tradition, ça vient de ça, ça vient de circulation.
Mm. Donc la Chine a pu échanger son thé contre d'autres denrées. Et donc le thé a aussi cette fonction circulatoire, Ou même l'argent. bien sûr, a aussi cette fonction circulatoire non seulement à l'intérieur du corps, Mm. mais dans les échanges commerciaux qui, s'ils sont bien faits, hein, si l'avarice et la cupidité n'en sont pas au centre, est un grand enrichissement, évidemment. L'échange commercial, l'échange culturel, l'échange des denrées enrichit les gens non seulement pécuniairement, mais surtout au niveau de leur mental et de leur esprit. Ce que j'aime beaucoup, ce qu'on dit dans le business, c'est qu'en fait, euh, les transferts ou transactionnels ou d'argent ou on échange contre quelque chose, en fait, dans le marché, il n'y a pas de jugement. Ce qui marche est. Tu vois, il n'y a pas de projection sur ces échanges-là. C'est intéressant, ça. Oui, Est-ce que tu me parlais de fluidité? oui, Alors, Victor, je pense qu'on a fini cet échange pour cette fois-ci. oui, C'est encore très enrichissant. En fait, ce qui est bien pour nous, c'est de mettre des mots sur notre expérience de tous les jours, sur tout nos à fait. pratiques, Et et d'essayer de vous les partager. je pense que bon, cette notion de Yang Shengfa, hein, qu'on appelle aussi médecine préventive, Hmm. c'est-à-dire comment ne pas être malade avec les paramètres que je vous ai indiqués, on peut effectivement se servir du thé comme maître étalon, hein. Du thé dans son adaptation aux saisons, avec les thés qui varient suivant les saisons, Hmm. du thé dans sa diététique comme boisson principale, comme contrepoison, Hmm. du thé dans son management émotionnel, c'est-à-dire au lieu de continuer à s'énerver, de se poser, de s'asseoir, de faire un thé, et l'action de faire le thé va prendre notre esprit, hein, plutôt que Ça de fait penser, s'asseoir ça me fait en penser à essayant de penser à rien. le thé pour faire la paix, tu sais, avec l'autre, avec soi-même principalement, hein. Bien sûr, et puis aussi au niveau de la culture physique, hein, si vous faites des activités où vous transpirez beaucoup, hein, donc des activités de type vraiment occidental, vraiment, buvez du thé, je vous le conseille, plutôt que de boire des boissons isotoniques fabriquées par des entreprises qui coûtent très cher avec des tonnes de trucs dedans. Vous faites un thé vert, vous emmenez un thermos chaud en hiver et frais en été, et je vous garantis qu'il y aura un effet désaltérant qui vous bluffera, hein, vous serez surpris. Et en plus, un effet éveillant. Ce que je peux, en guise de conclusion à tous ceux qui posent encore la question de où on peut trouver du bon thé, tout le monde ne vient pas forcément ici à Nice prendre du thé auprès de moi, mais en tout cas, mon premier critère, à moi, tant que je peux, c'est de prendre des thés sauvages, même chez les thés verts, un maximum, autant que je peux. Alors oui, ça a un certain coût, mais ce coût, finalement, le profit, c'est le confort. Et puis, si on va un peu plus loin, c'est que c'est un thé sauvage, c'est-à-dire qu'on est en contact direct avec la nature. C'est ça. Hein, si vous prenez un thé édulcoré, parfumé, fabriqué par une entreprise, vous vous rendez compte le nombre de gens, le nombre de kilomètres, le nombre de machines qu'il a fallu utiliser avant que vous ayez ce goût dans la bouche. On va dire qu'on va réduire euh, le nombre d'intervenants de Exactement, l'arbre jusqu'à notre tasse. exactement. Donc ça, c'est écologiquement bon, on va dire, hein. Oui, même si Euh, forcément ça vient en avion. Alors, mais bien sûr que ça va venir en avion, mais bon, au moins, ça sera de l'arbre au consommateur, avec un tout petit peu de transformation là-bas sur place, le transport. Mais surtout, si vous croyez que tout ce qu'on touche ou tout ce qu'on goûte transporte l'énergie de tous les gens qui ont été impliqués là-dedans, Ouais. bon, eh ben, Et c'est pour ça qu'en fait, les fournisseurs que je choisis, j'en ai très peu, hein, mais je les ai eus au bout de 7 ans, au bout d'une quête, au bout de combien de voyages, ces fournisseurs, en fait, sûrement, je les ai choisis par qualité de cœur, par, comment dire, une connexion entre eux et moi qui fait que je les ai, comment dire, validés et vice-versa. Et en fait, c'est ce trésor de leur relation que je ramène dans la tasse. mais c'est magnifique, hein, parce que on dit quand vous êtes dans un restaurant, vous mangez le cuisinier. Ah, c'est tellement ça. Mais bien sûr, C'est- vous mangez l'énergie du cuisinier et des gens qui sont en cuisine.
Donc, c'est pas juste la qualité des produits, c'est l'intention derrière qui va affecter ce que vous mangez. Donc là, ce que tu dis, voilà, toi, tu as privilégié le côté humain de ton Ouais, fournisseur, et si c'est un véritable humain, hein, Dan Rand, il va évidemment choisir un thé qui correspond ouais. à ce qu'il est et à ce que tu es, et du coup, celui qui va boire ce thé se retrouve connecté avec tout ça. D'ailleurs, il y a un truc rigolo, c'est que moi, pendant des années, j'ai perdu la capacité à faire la cuisine. Et en fait, dernièrement, je m'y suis remise. Je sais pas, tout d'un coup, j'ai eu un regain d'énergie là-dessus. Je m'y suis remise. Et alors que pendant des années, on s'est moqué de moi, hein, moi et mes gnocchis ou mes pâtes à l'ail. Mais, mais une amie, tout d'un coup, elle a dit à quelqu'un d'autre, non mais Sabine, elle fait bien la cuisine. Mais où ça? Pendant des années, pendant 30 ans, j'ai pas fait la cuisine. Et en fait, je pense, et après, on a rigolé ensemble, ce qu'elle voulait dire, c'est que cette aptitude que j'ai à chercher la subtilité, l'exigence que j'ai sur la matière première, sur la qualité de la relation, nécessairement, ça va arriver dans ce que je prépare à manger. Alors, rendez-vous au prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à présent. Victor, merci d'être venu et d'avoir pris le temps de discuter avec nous de ta pratique et de C'était ta un vrai sagesse. plaisir. À Au revoir. bientôt!